Irène Frein, donc vous êtes écrivaine, journaliste, vous avez été universitaire, vous avez été enseignante, vous êtes née à Lorient, et j'ai appris que vous aimez écrire Lorient, L''Orient. C'était ainsi que la ville s'appelait jusqu'à Napoléon, du nom d'un navire qui était l'un des plus beaux qu'on avait construit pour la Compagnie des Indes, pour aller commercer. Donc les Indes, c'était l'Inde et puis tous ces pays comme la Chine et toutes ces îles, la Réunion, Maurice, et même la péninsule arabique, où on trouvait toutes ces substances mirifiques. Et il y avait un mythe de la richesse, de la guérison, de la philosophie, etc. au XVIIIe siècle, vous le connaissez bien. Et donc, ce bateau s'appelait l'Orient, avec une apostrophe. Mais à cet endroit-là, il y avait juste un embryon de port. Il n'y avait pas de maison. Et les gens allaient voir le bateau et on leur demandait où tu vas. Je vais à l'Orient, je vais voir l'Orient. Et donc, c'est ainsi que la ville s'est nommée avec une apostrophe, une rêveuse apostrophe. Mais malheureusement, ça n'a pas plu aux administrateurs de Napoléon, et même à l'empereur. Il a dit, on supprime ça, c'est trop compliqué. Mais l'apostrophe est restée dans ma tête. Et ça ne vous donnait pas envie de fuir quand vous étiez petite fille? Oui, alors j'allais au grenier, c'est là que j'écrivais les lettres à mes amis. Je volais le bloc à écrire de ma mère avec les petites lignes. Je volais des enveloppes et des timbres. Enfin, j'étais bonne voleuse parce que je savais très bien ne pas me faire remarquer. Donc, je volais un timbre et tout. Et j'écrivais surtout pendant les vacances, puisqu'on ne sortait pas. On était bouclés, nous les filles. Et en fait, il n'y avait pas d'argent dans la famille. Donc, on n'allait même pas à la plage parce que c'était trop cher. Il a fallu que j'ai le droit de prendre un vélo à 15 ans pour que je puisse partir en dehors de deux sorties annuelles en car à la plage. Et mes parents n'avaient pas de voiture. Et donc, je réinventais ma solitude, mais en écrivant, parce que si j'avais écrit des textes, j'ai écrit des nouvelles, mais elles ont été lues, détruites, etc. Donc, je ne me sentais pas en sécurité. Donc, avec les lettres, mes lettres arrivaient quelque part. Et en fait, mes copines n'avaient pas le temps de répondre, parce que j'en envoyais quelquefois une tous les 2 jours et même une par jour. Et comme toutes les filles, j'avais la copine préférée. Oui. Et un jour, sa mère s'est alarmée. Elle vous a pris pour Madame de Sévigné? Non, je crois qu'elle s'est dit, pourquoi elle écrit tous les jours à ma fille? Alors, j'avais dû avoir 13 ans, donc vous savez, il y avait un puritanisme très fort à cette époque. Et donc, elle a exigé de lire mes lettres. Et donc, la fille lui a donné, très obéissante. Et elle lui a rendu quelques temps après, quelques heures après, en disant « Ta copine, elle finira en écrivant. » Et donc, et je pense qu'elle a demandé à sa fille de ne pas me parler de ce commentaire. Et je ne l'ai appris que 5 ou 6 ans par cette amie. Il y en a une autre qui m'a dit qu'elle avait 65 lettres de moi. Et je me suis dit, j'aimerais bien les voir. Il faut que je lui écrive, moi, d'ailleurs, maintenant. Alors, elle n'a pas de mail, d'ailleurs, toujours, cette vieille copine. Mais pour lui dire, passe-moi les lettres, parce que j'aimerais bien savoir ce que j'écrivais à l'époque. Alors, Irène Frein, je disais, vous êtes agrégée de lettres classiques, vous avez enseigné, vous avez écrit à peu près une 40aine de romans, des essais à la frontière de la biographie. Je pense au très beau roman sur Marie Curie, Prend un amant, ou Beauvoir in Love, même si j'aime pas trop le titre, mais enfin, Beauvoir in Love, c'est un livre formidable. Un amant américain. Oui, bon, d'accord. In Love, ça veut dire l'amour, pas seulement je rêve de choses, amour des lycéorgues. Il y avait quand même, dans le carnet secret qu'avait tenu à un moment Beauvoir et son amant américain, j'avais lu quand même sous la plume de Simone, qui était beaucoup plus intéressante que Beauvoir pour moi. Et ils devaient résumer chacun leur journée ils avaient une page, c'est un jeu entre eux. Elle avait quand même écrit Busy Day, fucking and so on. Donc, journée
ardent, enfin occupé, très journée dense, baise, etc. Moi, j'adore. Ça, sous la plume de Beauvoir, j'adore. Bon, elle n'a pas dit ça sur Sartre. Hein. Bon, d'accord. Alors, et puis, apparemment, le French lover, c'était plutôt un American lover. Bon, très bien. Enfin, il faut lire ce livre parce qu'il est vraiment étonnant, Beauvoir in Love. Non, j'avais gardé un papier, un entretien que vous aviez mené pour le journal Le Monde en janvier 2021. Et c'est le hasard du programme de ce festival qui m'a fait le rechercher. Et je pensais au premier entretien de l'après-midi sur la relation mère-fille. Et voilà ce que vous écriviez, Irène Frein. « Je ne serais pas arrivée là si ma mère m'avait aimée. Je ne serais pas celle que je suis devenue. J'ai toujours senti que j'étais de trop, qu'elle se forçait, que les explications sur ma naissance étaient ténébreuses et contradictoires. J'ai fini par comprendre ce qui était arrivé très tard. Sans cette histoire-là, je n'aurais pas fictionné, je n'aurais pas réinventé la vie, je n'aurais pas été curieuse de la vie des autres. » Oui, parce que quand on a des interrogations sur la véracité des paroles de ses parents, et notamment de sa mère sur sa naissance, évidemment, on est tenté on n'est pas enraciné. Donc il faut, quand on se sort de trop quelque part, et qu'on est bouclé, comme on était à l'époque, mes parents ne voyageaient pas, il n'y avait que l'horizon. Le seul voyage, c'était les livres, heureusement il y avait ça. Le seul horizon, c'était d'aller à la bibliothèque. Vous voyez, c'était quand même un univers merveilleux, mais c'était une enfance assez carcérale. J'ai donc réinventé le monde, et la curiosité, c'était aussi comment fonctionnent les gens. Parce que la question fondamentale, c'était pourquoi ma mère ne m'aime pas. Et j'ai fini par comprendre la raison très très tard, parce que j'étais bien la fille de mon père, mais la raison était très difficile à voir en face, inadmissible, et c'était un déni de grossesse. Et donc je suis venue alors qu'on ne m'attendait pas. Donc quand vous n'avez pas été attendu, ça vous laisse des traces pour la vie. Et dans ce livre que j'ai écrit, La fille histoire, dont j'ai déjà parlé ici d'ailleurs, j'essaie de comprendre ma mère. Pourquoi ce déni de grossesse? Pourquoi moi j'étais mourante à la naissance? Pourquoi me donne-t-elle le nom de la seule femme que mon père, le prénom de la seule femme que mon père aimait? Sans doute parce que c'est une vengeance contre lui, quand elle comprend qu'elle a mis au monde un enfant de plus, et qu'en même temps elle apprend que ce bébé va mourir. Mais malheureusement, je suis là, je suis toujours là. Et comme le dit ma mère, à 4 ans, on arrosait des cactés, et j'arrose les cactés du jardin généreusement, une petite fille avec son arrosoir. Et ma mère me dit, arrête, ça n'a pas besoin d'eau beaucoup, c'est des vivaces. Et je lui dis, c'est quoi vivace? Et elle me répond, c'est comme toi, c'est pas facile à mourir. Donc je pourrais vous emmener, hein, à 4 ans, je pourrais vous emmener, vous me demandez, on va à Lorient, on retrouve le jardin, vous allez me dire où ça s'est passé, je vous en emmènerai à l'endroit exact, il est toujours là ce jardin, il n'y a plus la petite vigne, il n'y a plus les cactés, mais à l'endroit exact je vous emmènerai, je crois, au mètre près. Et j'ai réinventé le monde dans cette maison à ma façon. Et je suis devenue fictionnelle et amoureuse des livres qui ouvrent autant d'autres vies, si vous voulez. C'est extraordinaire d'écrire parce que vous vivez d'autres vies que la vôtre. Vous payez des exoplanètes. C'est quand même extraordinaire. Vous avez le choix de la planète, de son fonctionnement, de ses personnages. Vous la peuplez de qui vous voulez. Vous baptisez les gens. Vous leur faites faire à certains des choses abominables. D'autres sont extraordinaires, d'autres moyens, d'autres nuls, d'autres juste sympathiques. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous vous rendez compte qui a le droit de faire ça? En plus, ça coûte que le papier et l'encre. Hein,
C'est formidable, ça. Et je n'en reviens pas de ce miracle. Et c'est pour ça que je dis que ma mère a été mon merveilleux malheur. Il y avait des livres à la maison? Oui, parce que mes parents croyaient aux livres. Et l'un et l'autre, pendant la guerre, ils avaient survécu, séparés, grâce aux livres. Dans les archives de mon père, j'ai retrouvé les livres qu'il avait lus. Il y avait Verlaine, Chateaubriand, Barbey d'Aurevilly, sans doute des livres que des gens lui avaient prêtés ou donnés. Il y avait 2 grammaires bretonnes et françaises. Mon père parlait le français. Il était redevenu bretonnant quand on l'avait tiré de l'école, comme on disait, pour faire de lui un enfant esclavagisé, comme c'était très fréquent à l'époque dans une propriété agricole. Il logeait au-dessus d'une porcherie, une étable à cochons en granit, avec 4 ou 5 autres. Et j'ai retrouvé cette porcherie. Quand il s'en est sorti, il est revenu inscrire son nom, il était maçon, au burin dans le granit. Et ça a été filmé. J'ai retrouvé, il y a un petit film sur Arte de 30 minutes où entre autres, j'explique mon chemin. Et ces retrouvailles avec cette maison et le nom de mon père et la date 1936 ont été filmés. Mais ça, c'est un peu anecdotique, mais il aimait beaucoup les livres. Et quant à ma mère, elle a beaucoup lu quand elle était réfugiée en Centre-Bretagne, puisque l'Orient a été détruite un peu comme Mariupol à 95%, donc elle avait fui. Et dans cette région très rurale où elle avait été recueillie par un frère de mon père avec ma sœur aînée, Denise, elle a beaucoup lu. Et elle a notamment lu Colette. Et je l'ai compris. Alors toujours, cette année de la 4 ans, pour moi, était très importante. J'ai vérifié la date après. Et je me suis aperçue que c'était en 54, la mort de Colette. Oui. Et alors ça, c'est une scène extraordinaire. J'ai beaucoup de mémoire. J'étais assez hypermnésique enfant. Il est 5 heures de l'après-midi. Et il y avait la livraison rituel par la voisine que j'avais appelée à un moment maman, d'ailleurs, c'est dire si je manquais d'affection, de La Liberté du Morbihan. C'était le journal local. Et ma mère, donc, comme toutes les femmes au foyer de l'époque, lisait d'abord les avis d'obsèques. Donc moi, j'étais près de sa machine à coudre, dans la chambre où nous dormions les 3 filles. On logeait dans un tout petit 2 pièces, cuisine. Et c'était à plein pied, il y avait le jardin, puis il y avait les voisins, on partageait une longère, si vous voulez. Elle avait été lotie en appartement. Et ma mère s'écrie vraiment. Colette est morte! Alors je me dis, qui est Colette? J'ai jamais entendu parler de Colette dans la famille. Vous l'aviez pas lu? Donc je sors, 4 ans. Je sors, je commençais à lire, mais pas Colette, vous voyez. Vous étiez précoce, j'en étais à la poule appelle ses petits dans la méthode Baucher. Et donc je sors et je me dis c'est quelqu'un de la famille, c'est ce que je connais pas, c'est quoi cette affaire? Et ma mère ajoute, et ils ne l'ont même pas laissé rentrer à l'Académie française. Alors j'arrive et je dis mais c'est qui Colette? Mais enfin, c'est la plus grande femme écrivain de France et de partout. Alors ma mère était vraiment très... Et alors, timidement, quelques secondes après, je dis « Mais c'est quoi l'Académie française ?» Eh bien, il n'y a pas de place pour les femmes là-dedans. Alors elle a dû se rabattre sur l'Académie Goncourt. Ah oui. Et c'était une femme simple qui parlait comme ça. Mais elle avait lu Colette. Et c'était des gens mes parents qui aimaient les livres. Et elle avait lu tout Colette dans la seule période vraiment de liberté qu'elle a eue, qui était le moment où son mari était prisonnier des Allemands. Oui. Voilà, c'est tout elle a été indépendante, elle a gagné sa vie. Elle a écrit, elle répondait scrupuleusement aux lettres de son mari, elle l'a soutenu. Mon père est tombé à ce moment-là amoureux d'elle à distance, comme pendant la guerre de 14, on tombait amoureux des marines de guerre, mais
quand il est rentré, c'était pas ça. Et il avait été très marqué par les brutalités des nazis. Il avait fait un camp assez sévère en plus à un moment. Et donc, il s'est aperçu que c'était pas la femme qu'il avait réimaginée. Et le spectre d'Irène est revenu. Donc, je porte le prénom d'une femme aimée qu'il n'avait pas pu épouser parce qu'il était qu'un pauvre gars. Irène l'a relancé après-guerre. Ma mère me baptise Irène parce que j'allais mourir et que c'était la vengeance parce que Irène l'avait relancée. Et voilà, je vis. Alors, et je vous raconte l'histoire. Irène Frein, revenons sur Colette quand même, parce que vous êtes là, la maison de Colette, le musée, vous l'avez fréquenté. Alors, à 4 ans, je comprends bien, mais à quel âge vous avez lu Colette et qu'est-ce que ça vous a apporté? Alors, pour moi, j'ai commencé à la lire à 13 ans, à la bibliothèque municipale, tous les Claudines, la série, vous voyez. C'est une série, hein, les Claudines, on les vivait comme ça, c'est les aventures de Claudine en quelque sorte. J'ai lu Gigi aussi à cause de Audrey Hepburn, parce que ma mère lisait le Petit Écho de la mode, et dans le Petit Écho de la mode, on avait parlé de Audrey Hepburn dans le film Gigi. Je ne sais pas pourquoi, c'était bien après le film. Et puis alors, en 4e, il y a une de ces filles que dans le lycée on appelait une de ces filles vicieuses. C'était un mot de l'époque. Je vous parle d'un temps que les moins de 60 ans ne peuvent pas connaître, hein. Alors avis aux jeunes qui sont dans la salle, Mémé Frein vous parle d'autrefois. Oui. mais Mémé Frein est en forme, hein. Vous l'avez remarqué. Et donc Irène, vous pouvez revenir à ma question. Une des vicieuses me dit: tu as lu Le blé en herbe? C'est vraiment dégoûtant. Et je lui dis: ah oui, c'est dégoûtant, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Et alors, elle commence à m'expliquer que ça se passe en Bretagne. La fille est bronzée, elle fait des choses avec un garçon sur la dune. Et moi, la dune, il y en avait quand même, à Lorient, au Fort Bloquet. Et quand on y allait 2 fois par an, et je me suis dit, tiens, peut-être que dans un temps lointain, mais qui va sans doute venir, je ferai aussi des choses un peu vicieuse, comme la fille qui est sur la dune. Ce temps est arrivé quelques années plus tard, sur une dune à Lorient, dans la région de Lorient. Irène, la mauvaise... mais non, mais j'essaye de vous recentrer vers la question. En fait, je ne suis pas sûr que vous avez vraiment besoin de moi. Ah si, mais bon, vous me cherchez, alors, vous me cherchez, Antoine. Je repose. Vous me cherchez, Antoine. Je pose la question. La mauvaise herbe que vous êtes, quand elle découvre l'œuvre de Colette, qu'est-ce qu'elle ressent? Je sens je sens une communauté avec elle dans la communion avec la nature. C'est assez banal ce que je vais vous dire, c'est les fleurs. Moi, je vivais beaucoup dans le jardin. Mon père, qui m'aimait beaucoup, évidemment, Irène, m'a appris tous les noms des fleurs. Et on a planté des fleurs. Et quand j'ai lu Colette, je me suis aperçue que, comme elle, je connaissais les noms des fleurs. Elle les connaissait mieux que moi, mais quand elle parle magnifiquement des jardins, j'étais très émue quand la dernière fois je suis rentrée dans le jardin de Colette. J'ai retrouvé des arrangements qu'il y avait dans le jardin de mon père. Enfin, c'est une chanson aussi, le jardin de mon père. Et c'était le temps d'autrefois. Et puis évidemment les chats. Et là, ça c'était... j'adorais les chats. On n'en avait plus parce qu'ils avaient disparu mystérieusement et que... Une de mes voisines m'avait dit qu'ils étaient peut-être des gens, là, les avaient mangés. On mangeait encore des chats dans la ville où j'étais, dans ce temps d'autrefois que les moins de 60 ans, Et donc, on avait été découragés d'avoir des chats. Mais j'adorais les chats. Et puis, la langue de Colette. Alors, c'est venu plus tard, pour savourer la langue. Et j'étais, comme elle, une gourmande. Et j'adore Colette cuisinière. Je suis moi-même une cuisinière. J'adore faire la cuisine.
J'adore partager, comme elle, les bonnes choses de la vie. Alors, je me suis aperçue que ces recettes étaient quand même très, très copieuses. Que, bon, si je voulais rester une dame d'un certain âge un peu pétillante, valait mieux pas pour le cholestérol et tout ça. Bon. Alors, donc, moi, je boxe dans une autre catégorie. Je suis tout à fait de mon temps pour ça. Mais en même temps, ces recettes de Colette, elles vous donnent terriblement envie, quoi. Bon. Et oui, je suis très très gourmande et je crois qu'elle aimait beaucoup le chocolat chaud. Elle a écrit sur le chocolat chaud à la crème, des choses absolument dégoûtantes, c'est-à-dire très appétissantes. Changeons de sujet, Irène. Je vais être sérieux. Mais je suis très sérieuse. Non, moi aussi, moi aussi. Mario Vargas Llosa, qui est rentré à l'Académie française il y a, je crois, 1 an ou 2. Pour quelque temps très bref, puisque il est mort. Non ? Mario Vargas Llosa ? Il n'est pas mort ? J'ai toujours l'impression qu'il y a des morts dans cette... Écoutez, je ne pense pas, mais... Ah bon, il est toujours avec nous. Bon, alors, c'était pas de toute façon ma question. Hein. Ah bon. Ma question, chère Irène, écoutez-moi bien, on n'est pas dans un jeu télévisé, c'est pas à appuyer sur un bouton. Hein. Je reprends. Vous voyez que ma vie est facile et c'est le dernier entretien du week-end. Un discours de Vargas Llosa à l'université de Salamanque. Un poste très prestigieux, bien sûr, docteur honoris causa. Il pose 3 questions. Pourquoi écrit-on de la littérature ? Comment écrit-on un roman ? Et la dernière qu'il se pose, et à qui je pose la question, à vous, Irène Frein, à quoi sert la littérature ? La réponse, c'est de la dernière question et dans la première. On écrit de la littérature parce qu'on est mécontent du monde. Et comment écrit-on le roman ? Donc j'ai répondu déjà à 1 et à 2. Donc je prends un peu brièvement, mais... Oui, oui, mais bon, et celle du milieu, comment écrit-on un roman ? C'est ça ? Oui. Alors la réponse a été donnée par un autre très très grand écrivain. C'est Julien Gracq, à qui on posait la question des secrets d'écriture, notamment des fictions. Et il avait répondu: il faut beaucoup pardonner aux écrivains, ils ne savent pas toujours ce qu'ils font. Et j'ajouterais qu'il y a un deuxième qui a répondu, mais il a répondu dans un conte que vous connaissez peut-être. C'est De l'autre côté du miroir, les aventures d'Alice through the Looking Glass, de l'autre côté du miroir. Et j'ai compris que c'était un texte extraordinairement profond. Il peut être lu par des enfants, mais il peut être lu par des théoriciens de la littérature, comme par des écrivains ou des lecteurs qui se demandent comment on écrit un roman. Moi, j'ai eu la chance de lire ce texte dans le facsimilé d'une édition originale de ce texte qui doit être des années 1870, je pense. Et il y avait des illustrations. Lewis Carroll travaillait toujours avec un illustrateur qui était un caricaturiste du célèbre journal anglais Punch, qui s'appelait John Tenniel. Et ils travaillaient vraiment le texte et l'illustration. Ils avaient des discussions, des disputes, etc. Et de l'autre côté du miroir commence ainsi. Alice s'ennuie, c'est un peu comme dans Au Pays des Merveilles. J'ai failli faucher dire des vermeils, comme tout à l'heure. Et elle s'ennuie, elle dit à sa chatte Kitty: est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose derrière le miroir de la cheminée du salon où nous ennuyons tellement? Bon, je rebrode, mais c'est à peu près ça. Il semble que la chatte Kitty n'est
pas formulé de réponse, mais qu'elle ait eu un ronronnement encourageant. Et Alice, qui est une petite fille aventureuse, à laquelle je me suis tout à fait, mais digne malgré tout, à laquelle je me suis identifiée toute petite et à laquelle je continue de m'identifier, ce qui fait que je trouve que je me tiens très bien en cet instant. Alice, qui a le goût de l'aventure, dit à Kitty, mais ce serait intéressant d'aller voir. Et elle dit, je vais avoir une formule magique. Elle dit, faisons semblant. Et elle continue, faisons semblant de rentrer dans la maison du miroir. Et elle pousse la glace du miroir et son bras passe de l'autre côté. Mais comme si c'était, je sais pas, elle aurait enfoncé, je ne sais pas, un rideau de mousseline, c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. On dirait un rideau de mousseline. Et donc, première image de Téniel pour illustrer ça, c'est Alice qui fait ça et il y a une partie de son bras qui a déjà disparu. Et deuxième image, côte à côte, on est dans la maison du miroir et Alice, donc ce bras-là est toujours en avant et l'autre est resté de l'autre côté. Enfin, je crois que c'était à l'inverse d'ailleurs. Bon, mais bref, vous avez compris. Et elle découvre la maison du miroir et elle est totalement symétrique. Notamment la pendule est la même. Sauf que, donc moi j'avais scanné les images pour mon livre Écrire est un roman, parce que j'avais depuis longtemps l'intuition que dans l'illustration il y avait quelque chose qui clochait. Et en effet, il y avait quelque chose qui clochait. J'ai fait le zoom sur les deux pendules, la pendule du monde réel et la pendule du monde de l'autre côté du miroir. Eh bien, la pendule n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que la pendule du temps où vous êtes là, bon, on n'est pas dans la fiction, là, on est dans le réel, hein, je suis là, bon, je réponds le plus dignement que je peux à Antoine Boussin, on sait où on est dans un débat, ça va se terminer tout à l'heure, bon, et vous allez reprendre votre voiture, etc. C'est le monde réel. Mais dans l'autre, donc c'est une pendule normale, quoi. Hein, comme si là, vous regardiez votre monde, c'est une monde normale. Et de l'autre côté, la pendule, en fait, elle a des yeux, une bouche, un nez. Elle a l'air vaguement projetonnée entre nous. C'est limite la pendule molle, comme il y a des montres molles. C'est-à-dire que c'est le temps de la fiction. Il n'y a pas du tout d'aiguille qui indique l'heure. Bon, à Butenay, il doit être 5h moins le quart. Bon, à peu près à la même heure que dans l'histoire d'Alice. Eh bien non, il n'y a plus de temps. On est subjugué par la fiction, on est ailleurs. D'ailleurs, je pense que l'histoire de Lewis Carroll, vous savez plus quelle heure il est depuis que je raconte, on est passé de l'autre côté du miroir. Et d'ailleurs, j'ai fait, dans mon livre, parler le temps de la fiction, quand j'y étais, et il lui dit, Alice, tu peux faire ce que tu veux de moi. Dans la fiction, tu es libre, libre, libre. D'où cette phrase de Gaston Bachelard, tirée de la Poétique de l'espace, que vous citez au début du livre. Toujours, imaginer sera plus grand que vivre. Ah ben oui. Ah oui, absolument. Oui, parce que bon, il y a des moments où on a des sentiments d'intensité extraordinaires quand on vit, mais est-ce qu'on n'imagine pas notre vie? Admettons une histoire d'amour. Est-ce que quand elle est fantastique, c'est pas parce qu'on se la raconte aussi? Vous voyez, parce qu'on se la raconte fantastique. On met en ordre nos souvenirs. Et c'est notre mémoire qui déforme, manie, assemble, recompose les souvenirs. Mais notre mémoire, elle est au service de l'imaginaire. Elles sont dans les mêmes zones du cerveau. Hein, c'est là. La plus forte des deux, c'est l'imagination. Et ne croyez pas que, par exemple, les scientifiques en soient dépourvus. Il n'y a pas plus imaginatif qu'un scientifique, parce qu'il faut qu'il imagine que ce qu'on lui a appris, c'est pas tout à fait ça. Hein. Alors, ça commence à se raconter, les humains commencent par se raconter des histoires tout seuls, enfants dans un lit, puis finissent un jour, certains, par trouver la physique quantique.
Ce dont je suis totalement incapable, j'ai rien compris à ça, mais j'admire beaucoup les scientifiques. Il leur faut un imaginaire encore plus puissant que ceux des romanciers. Alors, Irène Frein, votre premier livre, d'ailleurs, vous ne vouliez pas écrire, mais vous avez cédé à Pierre Miquel, à Fayard, vous avez écrit un livre qui a lancé une collection, c'était Quand les Bretons peuplaient les mers. Après, vous avez des succès de romans, on en a parlé, on ne va pas les égrener. Et là, un jour, vous avez un coup de fil d'un homme qui vous dit « Irène, j'aimerais bien que tu animes un atelier de lecture. » D'écriture. D'écriture, mais vous avez raison, parce qu'il n'y a pas d'écriture sans lecture. Donc pour moi, un atelier d'écriture est aussi un atelier de lecture. La maison écrire de tout à l'heure, elle est jumelle de la maison lire. Vous habitez la maison lire, si vous n'écrivez pas, mais d'une certaine façon, vous écrivez le texte puisque votre imaginaire s'éploie dans le blanc du texte. Donc, le lecteur est co-auteur du texte. Donc, c'était très juste ce que vous disiez, Antoine. Merci, Irène. Vous êtes vraiment adorable. Très mimi. Pour être sérieux, vous n'en voulez pas. Vous ne voulez pas exercer l'atelier d'écriture. Non. Et vous dites tellement bien que vous n'êtes pas un professeur de trucs. Les gens viennent chercher des trucs et des recettes. Je les comprends, parce que moi, quand je vais vous faire une confidence, vous allez voir l'étendue de la noirceur de mon âme. Après, quand les Bretons peuplaient les mers, Nicole Lattès, grande éditrice, me contacte et elle voulait que j'écrive sur René Madec, ce Breton de Quimper, qui était devenu nabab en Inde et qui était revenu mourir à Quimper. Bien, maintenant, dans les crêperies à Quimper, depuis le nabab, on sert des crêpes René Madec. Bon, c'est dire s'il était oublié. Donc j'écris moi, j'avais jamais écrit de roman. Moi, j'étais une universitaire. C'est pour ça que j'avais été contactée pour Quand les Bretons peuplaient les mers, dont j'avais fait quelque chose d'assez romanesque d'ailleurs. Ce qui avait plu à Nicole Lattès, qui m'avait donc convoquée dans son bureau pour me dire vous devriez écrire des romans. Et j'avais rougi jusqu'à la pointe des cheveux, rouge comme un homard, comme on dit à Lorient. Et en fait, je me retrouve à écrire un roman alors que j'en ai pas. Je suis une universitaire. Au moment où j'avais été contactée pour Quand les Bretons, j'écrivais une thèse sur le vocabulaire de la notion du temps chez les poètes latins du 1er siècle avant Jésus-Christ. Oui, vous voyez que je suis une vieille dame très digne. Et donc, Nicole Lattès avait eu l'intuition de voir que j'avais un tempérament romanesque et j'étais allée en Inde et l'Inde a la vertu de vous ramener à ce que vous êtes profondément. J'étais partie universitaire, j'étais revenue, la petite fille qui se racontait des histoires le soir et puis qui envoyait des lettres aux copines avec la maison écrite. Bon, premier épisode de la série. Et là, je me dis, mais j'ai jamais fait de dialogue. Comment je vais faire des dialogues? Vous voyez, j'ai ces questions qu'on se pose quand on va dans un atelier d'écriture. Et je ne connaissais de la production romanesque de l'époque que le Clésio, que toute la production très haut de gamme des années 70. Vous voyez, que vous avez bien connu dans votre travail dans une maison d'édition et dans les librairies. Alors, j'étais à mon bureau et je revenais, comme aujourd'hui, de Quimper, où un libraire m'avait offert un livre de Jeanne Bourrin. Je n'avais jamais lu Brandebourrin et je me disais, elle a dû faire des dialogues, celle-là. Et j'ouvre le livre et je me surprends quand même à compter le nombre de tirets qu'il y avait par page pour les dialogues. Oui. Et là, je me suis dit, ma fille, là, non, tu arrêtes. C'est pas possible. C'est pas comme ça que ça fonctionne en comptant des trucs, quoi, en disant des tirets, est-ce qu'il en faut beaucoup, est-ce qu'il en faut pas beaucoup. Et là, je me suis dit, je vais me laisser aller. Et j'ai lâché prise. Et c'est dans cet état de lâcher prise, d'abandon à moi-même, que j'ai écrit Le Nabab, qui a été un très grand succès et qui est devenu un classique. J'ai toujours lu, toujours republié constamment. Et tout ça pour vous dire que j'ai abordé l'écriture en me disant, les questions les plus importantes, c'est le combat
entre le désir d'écrire et la peur d'écrire que j'ai moi-même vécu et que je continue à vivre chaque fois que j'écris. Et en fait, l'ancienne prof que j'étais me suis dit, comme je l'ai dit dans le livre, je vais me fonder sur leur question. Et d'abord, dans le livre, je m'interroge, qu'est-ce que c'est que, quelle représentation archaïque est si puissante dans le mot écrire, l'étymologie les plus lointaines indo-européennes, qui fait qu'on a si peur. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'écriture qui est si violent pour qu'on soit si désirant d'écriture? Et c'était la seule façon d'arriver à libérer le désir de la peur, le désir d'écrire, de la peur d'écrire. Et donc le livre que j'ai écrit suit en fait une sorte de parcours dans la maison écrire et qui commence par les fondations. Qu'est-ce que c'est que le mot écrire? Ce très vieux mot qui chez les Indo-Européens veut dire inciser la terre, inciser un arbre, inciser une pierre pour laisser une trace. Hein, même chose pour graphein en grec, qui vient d'une autre tribu indo-européenne, mais que vous connaissez, graffiti, graphie, etc. Et je me suis interrogée sur les mots, et à partir de là, pourquoi avons-nous besoin de traces? Nous avons besoin de traces parce que nous sommes mortels. Et c'est la conscience du temps qui fait le désir de traces. C'est-à-dire, je m'explique, vous trouvez une trace de pied nu sur la plage ou sur un sol. C'était la première expérience humaine. Quelqu'un est passé là. Qui? Est-ce mon ennemi? Il faut que je remonte la trace. Je suis en danger. Ou je voudrais comprendre, parce que si je ne comprends pas le secret de cette trace, qu'est-ce qui peut arriver? Donc, quelqu'un est passé, qui n'est plus là, mais où est-il allé? Qu'est-ce qu'il sera? Ça boucle un peu avec Soum et Ram, héros de Noël tout à l'heure. Hein, et il faut que je comble le creux de la trace. Et notre désir d'écrire naît souvent des confrontations avec des traces de quelqu'un qui est parti, une rupture amoureuse, un enfant qui a quitté le nid, un décès. Les traces du défunt sont là, avec tout le tragique. Et nous ne supportons pas cela. Et donc, nous voulons combler la trace. Et c'est ça le désir. Et ce désir d'écrire, par conséquent, est absolument légitime. Et George Sand a eu combien raison, hein, grande sœur de Colette, de déclarer en 1847 aux gens qu'elle appelait les gens du peuple, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, vous savez maintenant lire et écrire, écrivez votre histoire. Et ce n'est pas seulement les puissants qui ont le droit. Vous êtes légitime à écrire parce que le désir de trace est absolument essentiel pour que vous vous sentiez arrimé dans ce bateau qui ne cesse de tanguer, qui est le bateau de la vie. Donner sens avec la trace, vous allez donner sens de la même façon qu'on déchiffre des traces d'animaux dans la jungle ou de traces de pieds d'un inconnu comme Robinson. Et vous citez justement, et ça rapproche de George Sand et de l'histoire de ma vie, vous dites, elle le dit, elle, écoutez ma vie, c'est la vôtre. Oui. Quand on écrit son autobiographie, je ne sais pas ce qui a été dit tout à l'heure, je n'ai pas tout entendu, mais je ne pense pas qu'on écrive pour soi. On écrit pour trouver du sens, et la deuxième partie du désir de trace, c'est partager le sens avec les mots. Les mots, on peut en faire c'est un festin. Ils sont faits pour être partagés, et c'est aussi... c'est de la nourriture et c'est du vin. Et c'est pour ça que je suis très heureuse de parler à mon vin, de parler de tout cela à la maison de Colette, parce qu'elle avait compris. Elle manie les mots comme elle manie les mets, et c'est un vrai festin avec...
le vin des mots. Enfin, c'est une cérémonie, les mots pour elle, mais une cérémonie qu'elle a l'élégance de mener avec l'impression que ça va de soi. Et je pense que c'est quand le travail de l'écrivain consiste à faire que son travail ne se voit pas et que ce qui est écrit aille de soi et que de cette façon-là, tout s'enchante dans le monde, même si ce sont des choses tragiques, parce qu'on croit enfin comprendre quelque chose de son énigme. Ben oui. C'est ce que vous citez Prévert aussi. Hein. Oui. Prévert, l'écriture, c'est tracer des mots sur le sable du temps. C'est magnifique comme phrase. Je suis désolée, mais je suis également ravie, mais cette phrase, c'est moi qui l'ai écrite. Ah bah alors écoutez, Irène, je regarderai mes fiches. Hein. Oui, oui. Mais bon, alors Prévert et vous avez beaucoup de talent. Je cite les feuilles mortes de Prévert en disant qu'il suit les pas désunis des amants sur le sable, oui. en disant que ça ne reviendra jamais, mais finalement il écrit un poème, enfin une chanson, et qui éternise ce qui ne reviendra pas. Donc finalement, c'est la littérature qui gagne. Et j'ajoute, et si écrire, c'était tout simplement tracer des mots sur le sable du temps. Voilà. Alors, donc, Irène. Donc, Irène. J'adore faire les choses sérieuses avec gaieté, les choses gaies avec sérieux. Donc, Irène, vous acceptez d'animer des ateliers d'écriture, malgré toutes vos appréhensions. Vous dites, je les ferai comme un passeur. Voilà. Je ne suis pas un professeur, je ne donne pas de trucs, mais vous faites réfléchir les élèves, on peut le dire comme ça. Comme je ne voulais pas, celui qui voulait me convaincre m'a dit, considère-toi comme un passeur. Là, ça fait bingo, parce que moi, j'aime transmettre. J'ai commencé à 21 ans comme professeur. J'avais l'exemple de mon père qui avait jugé après la captivité que son rôle était de transmettre ce qu'il avait appris. Et donc, pour moi, transmettre, c'est essentiel dans une vie. Et là, il m'a touché au cœur. Je me dis, j'y vais. Simplement, je ne sais pas comment je vais y aller. Et j'y vais. Moi, j'étais plus toute jeune. Hein, c'était il y a 4 ans. Donc, bon. Hein, et je me dis, je vais sortir de ma zone de confort. Voilà. Et donc, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et je choisis de les faire travailler sur une photo sur laquelle moi-même, qui a été un déclencheur de roman pour moi. La photo est dans le livre. Oui. Et puis, ça a marché. Et surtout, ces personnes, ces femmes et ces hommes qui étaient venus et qui s'étaient inscrits et qui m'avaient dit, comme tout le monde, je n'ai pas d'imagination et j'ai peur d'écrire et voilà. Eh bien, j'ai dit, c'est pas grave, on n'est pas là pour être jugé. On dirait qu'on est des enfants, voilà, et qu'on va passer un petit moment ensemble, on va découvrir des choses ensemble. Il se peut que j'en sache un peu plus sur vous, mais je pense que vous allez m'en apprendre. Simplement, là, vous avez 20 minutes et à partir de cette maison, vous allez écrire un texte, mais vous n'avez pas droit à la description. Il y a la maison, la neige et l'ombre avec le chapeau chapeauté qui s'allonge devant la neige. Qu'est-ce qui s'est passé qui amène cette ombre? Qu'est-ce qu'il y a dans la maison? Et que peut-être va-t-il se passer en amont? Vous avez 20 à 25 minutes. Alors, l'exercice se passe. Et la convention, c'est dans les ateliers d'écriture, excellente convention, c'est que chacun lit son texte. Eh bien, il y avait 14 participants, il y a eu 14 maisons. Et dès la 3e maison, ils ont tous commencé à rigoler parce qu'ils se sont aperçus que chacun avait investi la maison d'univers complètement contradictoires. Pour certains, c'était une maison de passe de rendez-vous libertin. Pour d'autres, c'était des antiquaires véreux. Dans 2 cas, c'était... un lieu de crime. Un lieu de crime, j'ai eu aussi beaucoup de lieux de crime, mais j'ai eu aussi 2 fois Jean Moulin, vous voyez. Et ce qui était
astucieux. Moi, je ne savais pas. J'ai jamais su ce qu'était cette photo, ce qu'était cette maison. L'histoire était très romanesque. C'est un roman dans le roman Secret de famille. Simplement, de ces photos d'inconnus découvertes dans le faux plafond d'une cuisine par un ami, à partir de là, j'avais écrit mon roman Secret de famille. Et donc, dans le livre aussi, pour les personnages, j'avais pris les personnages. Et là, je peux peut-être vous faire une anecdote sur un personnage. J'avais choisi que mon héroïne, Marthe, peut-être y a-t-il des personnes qui ont lu Secret de famille, femme forte, dans le Val-de-Loire, c'est une sorte de roman familial, avait un factotum. Et j'avais trouvé une photo qui m'allait très bien, un type qui avait l'air un peu butor, mais en même temps réglo, vous voyez. Et je me dis, un type qui ne parle pas, comme j'en avais besoin, loyal, ça va être ce type avec une gueule de butor, un peu comme ça, mais un peu sévère. Et j'avais pas de nom, et j'avais trouvé que ma fille avait une amie. Et dans une conversation, j'avais 15 ans, l'amie dit qu'elle avait un oncle libanais ou syrien qui s'appelait Léon Fatal. Je tombe amoureuse du nom, Léon Fatal, parce que nous, les écrivains, on est toujours en quête de noms pour des personnages. Hein. On est maniaques des bottins, des trucs comme ça, on collectionne des vieux pages jaunes, on ne les jette pas, enfin bon, ou pages blanches, j'en ai plein, pour les noms, et puis les cartes d'état-major. Et là, Léon Fatal... Bon, et puis c'était un contre-emploi qui s'appelle Léo Fatal. Vous voyez, s'il était fait pour des basses besognes un peu, mais le type qui était vraiment très loyal, qui protégeait sa maîtresse, sa patronne, si vous voulez. Et donc, c'est Léon Fatal, personnage très secondaire, etc. Et puis un jour, un matin, je suis à la campagne, j'ai peur d'écrire, comme d'habitude, de m'y mettre, la boule au ventre, et je traînaille. Donc je fais 2 ou 3 feuilles de sécurité sociale. Ensuite, je prends du thé, je le réchauffe, patati. Et puis j'ai des libés que je n'ai pas lus. Et donc j'en prends un sur la pile, et puis je me dis, je prends que celui-là, je ne prendrai pas les autres. Enfin, j'ai peur d'aller écrire. Je procrastine, si vous voulez. Ça m'arrive moins avec l'âge parce que les jours raccourcis, ça. Alors, et là, à la une de Libé, waouh! Enfin, j'ai pas dit waouh, j'ai dit un gros juron. Et c'est Léon Fatal. Léon Fatal à la une de Libé. Non mais je rêve, je me pince, je réfléchis, je lis l'article, et c'était un immense écrivain espagnol sur lequel il y avait un immense article, et on venait de le republier, un grand écrivain surréaliste qui avait failli avoir le Nobel. Enfin, la totale. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, mais attends, un moment, parce que quand même je suis pragmatique aussi comme fille, je ne suis pas toujours de l'autre côté du miroir, et je me dis, mais il n'y a pas les photos de mes personnages dans le livre. Je fais ce que je veux. J'aime mon Léon, je garde mon Léon. Voilà. Nous avons aussi des rapports avec nos personnages. Vous voyez ? Irène Frein, il y a 2 craintes qui reviennent souvent dans les exercices, parce que ce livre est comme est Irène avec nous ce soir, c'est un livre qui fait plaisir. Et c'est un livre qui, à mon avis, va déclencher, sans doute dans la salle, des désirs d'écriture. Tant mieux. J'espère. Alors, tant mieux pour vous, les mots je serais très heureuse. Il y a quand même, la plupart du temps, les élèves de vos ateliers vous disent « je n'ai pas d'imagination ». Et à ce moment-là, Irène Frein leur dit « mentez ». Mais ils ne supportent pas de mentir. Il y en a même une qui quitte le cours en lui disant « madame, je ne mens jamais ». Oui. Ah ouais, alors ça c'est terrible, c'est-à-dire que avec l'exercice de la maison, en fait, elle raconte un début de livre qui est extraordinairement prometteur. Elle a l'air très très douée, et on sent, c'est une histoire où elle fait intervenir la figure d'un oncle qui revient dans la maison, et on sent bien qu'il y a eu entre elle et l'oncle, la jeune femme dépressive qui est dans la maison, et l'oncle, il s'est passé quelque chose de grave. Moi, je soupçonne quelque chose de l'ordre de l'abus sexuel ou de la violence. Une violence, en tout cas, c'était sûr. Et c'était très prometteur, et etc. Et puis, on fait d'autres exercices, mais ça, tout se passe très bien. Et puis, cette femme, assez BCBG, cette jeune femme, m'attend à la sortie de l'atelier d'écriture, et
elle vient vers moi avec une forme de violence, elle me dit « Je ne reviendrai jamais dans cet atelier d'écriture, je ne mens jamais ». Alors, je lui dis, au lieu de lui demander pourquoi, parce que je venais de comprendre, la violence était telle, c'est ce que les psychanalystes appellent la résistance. Et donc, je lui dis « Mais depuis ce matin, vous n'auriez pas fait 1 ou 2 mensonges ?» Moi, je pense que je dois faire, je ne sais pas, mais à vue de nez, j'en ai certainement fait peut-être 4 ou 5, bon, peut-être plus. Et alors, elle me dit non, je ne mens jamais. Et elle part assez violemment. Je raconte tous les détails de l'anecdote. Et je me dis, bah, c'est un échec. Et quand on n'aime pas quand on est enseignant, parce que j'étais un peu enseignante, des échecs, je me dis c'est. Et alors, dans le livre, je commence à écrire, et d'ailleurs, je ne l'écris pas, la lettre que j'aurais dû lui écrire. Mais c'est un moyen pour moi de la transformer en personnage de roman. Elle était éprise de vérité. Ben, je l'appelle éprise. Puis comme elle était très BCBG, 2 particules, vérité avec une majuscule. Ah oui, d'accord. Et elle se transforme en personnage de roman, et puis je pense à ce qu'elle aurait pu faire. Et là me traverse l'idée vous connaissez certainement cette image, la jeune fille de Pompéi qui va écrire, elle a ses tablettes, etc. Oui. Et je la prends, et ça devient éprise de vérité. Et je décris éprise de vérité avant de se lancer dans un roman. Alors je dis, c'est une jeune fille de Pompéi, c'était peut-être les contes de la maison qu'elle est en train de faire, mais je le dis. Mais pour moi, elle devient éprise de vérité. Et c'est là que je fais sentir ce que c'est le mensonge romanesque. C'est-à-dire, vous passez dans un autre monde, et dans une sorte de transe imaginative où le monde réel n'existe plus. Vous êtes dans votre monde, vous êtes en état d'apesanteur. Vous flottez. Et vous n'entendez plus rien. Et je me souviens d'un crétin qui avait voulu me faire de l'hypnose. Je lui avais dit, mais complètement idiote, vous savez, il voulait prendre le pouvoir et tout. Et alors, bon, c'est un peu mal barré. Moi, je lui ai dit, mais vous savez, je fais de l'hypnose, moi. Je fais de l'auto-hypnose quand j'écris. Et je m'en s'était débarrassé comme ça parce qu'il m'avait vu un jour écrire et j'entendais rien. Mais absolument, je suis absolument ailleurs. Mais vous êtes vous-même assis. Vous êtes parti, comme on dit. Et c'est ce voyage. Je pense qu'il fait beaucoup de bien. Je ne sais pas s'il est thérapeutique, mais il apprend à chacun de nous à faire avec ses souffrances, avec son histoire, parce que son histoire, on va la métaboliser, on va la changer, elle va devenir autre chose. Et ce qui est miraculeux, c'est qu'elle va prendre un sens. Et je crois que si on se sent mieux après, les souffrances sont toujours là. Ce qui a été est. On ne peut pas effacer avec l'ardoise magique les drames, l'histoire de ma mère, je l'effacerai jamais, je vais la porter jusqu'à la tombe. Mais on peut en faire quelque chose. Et c'est ça que permet le merveilleux mensonge de la fiction. Mais je crois aussi, Antoine, qu'on peut le faire avec l'autobiographie. C'est-à-dire que si vous faites un texte autobiographique ou sur votre ancestralité, le récit de la famille ou un récit de vie, comme on dit maintenant, en fait, c'est votre point de vue. Il y aura un autre point de vue dans la famille. Et c'est votre mémoire qui travaille toutes les nuits, pendant les rêves, etc., et qui connecte avec l'imaginaire dans votre cerveau pour créer des rêves dont certains sont des thématiques, mais d'autres signifiants quelquefois, etc. C'est à ce moment-là que votre regard sur votre propre vie se crée, et c'est déjà de la fiction. Et c'est très bien, vous avez droit à réinventer votre vie du moment que cette réinvention n'est pas artificielle et que de la réalité qui dit quelque chose tout haut et quelque chose tout bas, vous allez chercher ce tout bas, et de ce tout bas, vous allez chercher ce que ne peut que donner l'écrit ou le cinéma, c'est la vérité. La vérité n'est pas en littérature le contraire ou l'antonyme du mensonge. La vérité, c'est le cristal ou même le diamant de sens qu'on va extraire de cette chienne de putain de réalité.
Voilà. Alors, J'ai Irène, enfin dit un gros mot. Je voudrais... Il faut terminer cet entretien. Non, oui, mais attendez, je vous pose une dernière question. Et c'est à la fois une question, mais avec un regret. Vous faites faire un exercice dans votre atelier. Vous donnez aux participants la première phrase d'un roman que vous choisissez, qui est La Herse de Philippe Jaénada, qui est une sorte de roman et enquête sur un fait divers. Et vous leur demandez d'écrire la deuxième. Alors ça vous dégoûte? Non, j'aurais aimé avoir le résultat de cette deuxième phrase. Ah, alors vous auriez dû me le dire parce que j'ai gardé mes cahiers d'atelier. Alors en fait... Pourquoi cet exercice? Eh bien parce que la chose la plus difficile pour tout le monde, y compris les écrivains, c'est de trouver la première phrase. Parce qu'avec la première phrase, c'est comme quand les spermatozoïdes rencontrent l'ovule, il y a une espèce d'orage d'ADN et le destin du bébé génétique, il est joué, quoi. Génétique, hein. Bon, le reste, c'est une autre affaire, on mène très bien nos vies. Il faut contredire la génétique. Et donc là, c'est vertigineux. Et tout le monde a raison d'avoir peur de la première phrase. N'oubliez pas que Proust a trouvé... longtemps, je me suis couché de bonne heure et il avait mis au départ « je me couchais de bonne heure », ce qui était quand même un peu ballot. Hein, et c'est juste avant d'envoyer les épreuves recorrigées et surcorrigées à l'imprimé qu'il a mis longtemps « je me suis couché de bonne heure ». C'est ce qu'on appelle le problème de l'incipit, de la première phrase. Et donc, tout le monde est terrorisé. Il y a quelqu'un, Philippe Claudel, qui avait résolu le problème de l'incipit dans les âmes grises de façon géniale. Il avait écrit « Je ne sais pas par où commencer ». C'est formidable, hein? Je lui ai envoyé mon livre avec la page. Donc les réactions... Alors si vous voulez, je me suis dit... Alors j'ai paniqué comme d'habitude, j'étais comme un lion en cage la veille. Puis finalement, je me dis, si je leur donnais la première phrase et ils inventent la deuxième, on voit ce que ça donne. On teste. Et j'étais en train de lire La Serpe. Et un témoin au procès, j'étais arrivée au moment du procès, disait cette phrase oh ben j'ai acheté des betteraves la veille du crime. Et moi je dis mais cette phrase d'un paysan qui comparaissait aux assises dans les années 50 où on mangeait beaucoup de betteraves dans les campagnes, elle est formidable. C'est une phrase romanesque. J'ai acheté des betteraves le jour du crime. Donc je leur donne comme exercice vous devez inventer la deuxième phrase et un petit paragraphe. Et là, il n'y a pas eu de problème. Il n'y avait plus de peur. Vous voyez? Et ils ont accroché sur les betteraves ce mélange de betteraves et de crime à la serpe avec du sang partout. Enfin, ils ont senti qu'ils pouvaient faire des déluges, des Niagara de sang. Ils m'ont inventé des trucs. Et moi, j'étais là à boire ces torrents de sang, à m'abreuver à ces déluges d'imaginaire. Et je me disais, c'est génial. Et j'étais la plus heureuse des femmes parce qu'on riait. Et vous savez... Moi, j'ai toujours été, comme prof, adepte du gai savoir, le gai savoir de Rabelais. Les choses qu'on apprend, elles sont difficiles. Tout est très compliqué dans les apprentissages. Et j'essayais, comme prof, d'apprendre dans le sérieux et la joie. Mais ça pouvait être la gravité, parce qu'avec la gaieté, vous pouvez avoir la gravité. Et c'est ça, c'est formidable. Et c'est pourquoi j'ai eu envie de transmettre ce que j'avais appris, mais ce sont des réflexions parfois très sérieuses, très graves, très, paraît-il, quelquefois émouvantes sur ce que j'ai appris des grands écrivains. Je convoque les grands écrivains, comme je les aime, c'est très libre, c'est une balade très libre. Mais j'ai des écrivains que vous connaissez tous, mais je ne vous donne pas une leçon d'écriture sur les trucs et les ficelles. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez confiance et qu'on peut y arriver et qu'on peut se fabriquer ce bonheur-là, même avec toutes les souffrances.
qu'on a eu que métaboliser les souffrances en ce bonheur-là et de pouvoir les partager, ne serait-ce qu'avec quelques personnes, c'est une joie et une satisfaction et je dirais presque une gourmandise en hommage à Colette, à nul autre pareil. Oh là là, quelle belle conclusion! Ah!